Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, donner le goût de la lecture aux enfants de CM1 et de CM2. C'est ce à quoi s'emploie le formidable concours des petits champions de la lecture. 10e édition cette année et grande finale très bientôt à la Comédie Française. On en parle avec l'invité du Grand Oral, Magali Fourmentreau. L'anti-sèche d'Amal Laoui. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. Cette fois, c'est l'école qui fait l'actualité. Ouverture de la phase complémentaire d'admission de Parcoursup. Amal Laoui vous dira tout. Et puis à l'heure de la récré, Amal toujours vous soufflera les meilleures excuses lorsqu'on ne rend pas son devoir à l'heure. Et puis on terminera comme chaque semaine avec notre rendez-vous hebdomadaire avec Maître Valérie Piot. Orientation encore, comment fonctionnent les commissions d'appel. Bienvenue dans la quotidienne de School TV, Grand Oral. Plus de 100 000 enfants, élèves de CM1 ou de CM2 ont participé cette année à la 10e édition des Petits Champions de la Lecture. 14 d'entre eux vont se retrouver mercredi 29 juin sur la scène de la Comédie Française avec derrière eux le décor de l'Avare de Molière, et ce sera pour la finale nationale de ce concours face à un jury extrêmement prestigieux et avec une marraine de choix, Suzy Morgenstern. Alors comment donner envie aux enfants de lire? C'est le sujet de notre grand oral et on en parle avec Magali Fourmentreau, secrétaire générale de cette association des petits champions de la lecture. Magali, bonjour. Bonjour Emmanuel. On repose le cadre, j'ai essayé de dire l'essentiel, c'est un concours. Et depuis un an, dans toute la France, comment on participe? Alors c'est la 10e année que le concours existe, et pour participer, ce sont les enseignants qui inscrivent leur classe entre septembre et décembre. Voilà. Les enseignants les inscrivent, il y a un cahier des charges qu'on trouve sur votre site internet. C'est très simple, ils ont un petit formulaire à compléter sur notre site d'une page, ça se fait vraiment en 5 minutes. Et donc l'enseignant inscrit son nom, son établissement, sa classe. Donc il doit nécessairement avoir une classe soit de CM1, soit de CM2, soit de classe à double niveau CM1, CM2. Et puis c'est parti. La prochaine étape pour l'enseignant consiste en janvier à revenir sur notre site pour nous indiquer qui est l'enfant ou les enfants qui ont remporté la finale école. C'est la première étape du concours. Alors, finale école, ensuite, c'est un système d'entonnoir. C'est ça, finale départementale, régionale, puis nationale. À la Comédie Française, c'est quand même assez extraordinaire. Ce sont les enseignants qui organisent. Votre idée, néanmoins, c'est pas de traiter la lecture comme une compétence scolaire. Il y a cette notion de lecture plaisir, de lecture qui rend libre. Oui, c'est vrai qu'on a les enfants et même les jeunes et les adultes ont une forte injonction à lire qui pèse sur leurs épaules depuis la maternelle. Et donc on essaye de présenter une approche de la lecture qui soit avant tout orientée vers le plaisir et vers une approche un peu différente de ces lectures obligatoires qui jalonnent la scolarité. D'ailleurs, comment choisissent-ils les textes, les extraits qu'ils lisent? Je crois que c'est 3 minutes, hein, c'est ça Exactement. Le principe est de lire à voix haute 3 minutes devant sa classe pour commencer, et puis plus loin. Et puis à la fin, devant un jury, avec entre autres Bertrand Perrier qu'on vient de recevoir dans la quotidienne. Alors, précisément, pour cette notion de lecture plaisir, l'idée est que ce sont les enfants eux-mêmes qui vont choisir le livre qu'ils vont lire. Alors, pendant les 3 premières étapes du jeu, la finale école, départementale, régionale, ils ont choix entièrement libre du roman jeunesse dont ils vont lire un extrait. Il faut juste que ce soit un roman. On n'a pas le droit de lire BD, documentaire, essai, poésie, voilà. Le code civil, tout ça, on n'a pas le droit. Non, même si on le lit très très bien. Voilà, à la finale nationale, ça change un petit peu. Là, on leur propose des choix de lecture, mais on pourra revenir dessus. Ouais, la marraine, juste pour les 14 cette année, c'est Suzy Morgenstern. Oui. Avant, c'était Daniel Pénac. Le premier parrain, oui. Ouais, auteur d'un ouvrage et d'un certain nombre de règles autour de la lecture qui sont absolument extraordinaires. Les droits du jeune lecteur, c'est ça? Les 10 droits du lecteur, exactement. Donc, on ne va pas les citer tous les 10, mais... Non, mais par exemple, on a le droit de ne pas lire, déjà. Voilà, premier droit. Et on a le droit de sauter des pages. Et, on a le droit de laisser tomber sa lecture. Exactement. On a tous les droits, en fait. Voilà, l'idée de Daniel Pénac, qui d'ailleurs a aussi contribué à lancer les petits champions de la lecture, il y a 10 ans, était de mettre ça aussi au cœur. Et cette idée du choix libre de l'enfant est tout à fait en phase avec ces droits du lecteur. Et vous les avez réinventés, ces droits, avec Suzy Morgenstern. C'est ça. Suzy Morgenstern a écrit les 10 raisons d'aimer lire, dont on va également publier une affiche qui illustrera ces 10 raisons d'aimer lire. Avec les dessins, on la voit à l'affiche, avec les dessins de Thomas Bass. Et l'idée est la même. C'est ça, c'est d'une grande liberté. Les enfants comprennent que les raisons d'aimer lire, c'est quoi? C'est
trouver une manière de faire éclore son imagination, de se détendre, de ne pas s'ennuyer, etc. Ils découvriront, mais toutes les classes qui participeront l'an prochain au Petit Champion de la lecture recevront cette affiche qui sera la coller dans un coin de la classe, ou même pas dans un coin d'ailleurs. Il y a une dimension autre dans votre programme qui est une dimension de sociabilité aussi, parce que la lecture, souvent, c'est à la maison, tout seul. Et là, vous remettez du collectif là-dedans, c'est ça ? C'est ça. En fait, ce qui déclenche ce déclic de la lecture chez de nombreux enfants, c'est qu'à la fois lire à voix haute, ils découvrent que c'est complètement différent de la lecture silencieuse qu'ils connaissaient jusque-là, et notamment parce que c'est s'adresser à un public, lire pour les autres, faire découvrir un livre qu'on a aimé à sa classe, pour commencer, et puis ensuite à d'autres. Et cette dimension collective est vraiment essentielle. Sachant, et on va y revenir, que le temps consacré à cette fameuse lecture dite loisir pèse bien peu par rapport au temps passé sur les écrans. En moyenne, les lecteurs loisirs lisent 3h14 par semaine, alors que l'ensemble des 7-25 ans, alors c'est un peu plus large que pour vous, mais quand même, lecteurs ou non, passent 3h50 par jour devant un écran, dont 2h50 par jour sur Internet. On va en reparler. Oui. Ce sera juste après l'Anti-Sèche. On retrouve Amal Laoui. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. On n'a pas été chercher très loin l'actu aujourd'hui. L'actu, elle est pour quasiment 1 million de jeunes et leurs familles. Le début de la phase complémentaire de Parcoursup. C'est quoi cette phase complémentaire ? Peut-être qu'on rappelle d'abord ce qu'est Parcoursup. Oui, Parcoursup, c'est une formation nationale d'admission en première année. Nationale. Une plateforme, pardon, oui. Nationale. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qui mène à des formations. En première année, des formations du premier cycle et de l'enseignement supérieur. Elle a été lancée, cette plateforme, en 2018. La plateforme Parcoursup a remplacé la procédure d'admission post-bac APB. Elle s'adresse aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent s'inscrire dans l'enseignement supérieur public. Alors Parcoursup doit notamment être utilisé pour une inscription en faculté, en classe prépa, en IUT ou encore en BTS. Et la procédure se déroule selon un calendrier très très précis, durant lequel le futur étudiant s'informe sur les différentes formations et établissements qui l'intéressent, formule des vœux et valide les propositions d'admission reçues. Bref, rappel des étapes, on refait le match. Il y a plusieurs étapes. Alors à la fin de l'année 2021, les lycéens devaient remplir une fiche de dialogue dans laquelle ils expliquaient leur projet d'orientation, un projet étudié lors du conseil de classe. Ce conseil de classe a ensuite émis des recommandations et la première phase d'orientation, elle a eu lieu du 20 janvier dernier au 29 mars. Les élèves de terminale ont pu formuler jusqu'à 10 vœux pour la prochaine rentrée, le tout avec une lettre de motivation et des dossiers à remplir pour les établissements demandés. Et ils avaient jusqu'au 7 avril pour envoyer tous ces dossiers. Et là, après ces vœux, après ces inscriptions, a commencé la phase des réponses. Oui, la phase des roulement de tambour. Roulement de tambour. À partir du 2 juin, les lycéens ont reçu les premières réponses à leurs vœux via la plateforme. Alors, il y a 4 réponses possibles. Il y a le oui, donc ça veut dire que la candidature est acceptée. Il y a le oui si, ça concerne certaines filières universitaires. Ça veut dire que le candidat est accepté dans la filière de son choix, mais qu'il s'engage à suivre les parcours personnalisés proposés par l'université. Dans ce cas, le candidat devra peut-être éventuellement suivre une remise à niveau. Il y a aussi la réponse en attente, donc ça veut dire que le candidat est en liste d'attente. C'est la grande réponse de Parcoursup. Il sera accepté, le candidat, en cas de désistement. Et il y a la réponse non. Alors ce non, c'est uniquement pour les filières sélectives. Voilà, et on arrive donc à cette fameuse phase complémentaire qui concerne les candidats qui n'ont reçu aucune réponse positive d'admission jusqu'à présent. C'est ça. Et si vous n'avez donc reçu aucune réponse positive d'admission dans un établissement supérieur auquel vous avez candidaté, eh bien vous disposez d'une phase complémentaire. Cette phase, elle se déroule du 23 juin au 14 septembre. Vous pouvez formuler de nouveaux vœux pour des formations qui disposent de places vacantes. Donc ça veut dire qu'il y a uniquement les formations qui ont encore des places disponibles qui vont apparaître sur le moteur de recherche de Parcoursup. Il faut savoir que les bacheliers qui n'ont jamais été inscrits sur Parcoursup peuvent eux aussi formuler des vœux sur la plateforme. Et il faut savoir qu'en 2021, eh bien, il y a plus de 82 000 candidats qui ont pu trouver justement une formation grâce à cette phase complémentaire. Et alors, si on n'a toujours pas de proposition à l'issue de la phase complémentaire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un recours à partir du 1er juillet. Si on n'a pas reçu de proposition d'admission, eh bien, on peut solliciter la CAES, Commission d'accès à l'enseignement supérieur de son académie, pour qu'il nous aide à trouver une formation. Et le 15 juillet, eh bien, ça sera la fin de la phase principale d'admission et le 16 juillet, la fin de la phase complémentaire. Merci beaucoup, Amal, pour ces précisions sur la phase complémentaire de Parcoursup. Ça commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour la récré tout à l'heure. Oui. Ce sera un peu plus léger. Hein, on est d'accord. Pour l'heure, on commence à parler lecture grand oral.
La lecture qui a été désignée grande cause nationale cette année, de multiples opérations sont soutenues ou portées d'ailleurs par le Centre national de la lecture. Et dans ce cadre, les petits champions de la lecture font partie, je crois, de toutes ces opérations. Invité du Grand Oral, Magali Fourmentros, secrétaire générale de l'association. Le contexte, je le mentionnais juste avant l'anti-sèche d'Amal, c'est cette concurrence des écrans. Oui, bien sûr. Les jeunes entre 7 et 25 ans, comme vous l'avez dit, passent 3 heures en gros, en moyenne, 3 heures par jour sur des écrans et lisent 3 heures par semaine. Donc évidemment, le gap. Le gap est énorme. Alors, nous, notre dispositif s'adresse aux 8-11 ans et on n'a pas choisi cette tranche d'âge par hasard. J'allais vous demander, voilà pourquoi. C'est celle à laquelle on est bien pour vraiment accrocher les jeunes à la lecture, leur donner le goût et espérer qu'ils ne vont pas décrocher de la lecture à l'entrée au collège. Parce qu'avant, en fait, ils ne sont pas encore... Alors, certains le sont, mais tous ne sont pas des lecteurs suffisamment fluides, c'est ça? C'est surtout qu'après, on sait qu'il y a un gros risque de décrochage plutôt par rapport 13 à ça. Et 15. Okay. Ouais. Et donc, on essaye de mettre toutes les chances du côté de nos petits champions de la lecture pour que ce qu'ils ont vécu pendant leur année de CM1, CM2 leur permette de continuer à avoir ce désir de lire dans les années qui vont venir après, au collège, au lycée, et puis pour toute leur vie d'adulte. Dans les autres grands changements, il y a aussi le fait qu'ils sont multitâches. Je disais qu'ils lisent et qu'en même temps, pour certains d'entre eux, ils font autre chose en même temps. Ils envoient des messages, ils vont sur les réseaux sociaux, etc. C'est un défi pour les... Vous avez été éditrice jeunesse d'ailleurs, c'est un défi pour vos Oui. Alors ça concerne collègues. Plus les collégiens lycéens que les élèves de primaire. Et oui, qui n'ont pas tous encore de portable d'ailleurs. Voilà, une bonne partie sont préservés et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge pour nous tous professionnels de l'édition et de l'éducation d'avoir ce multitasking des jeunes qui à la fois lisent et envoient des textos, regardent des vidéos, font tout un peu en même temps. Dans les conseils utiles qu'on peut donner cette fois aux parents, si on n'a pas des enfants en CM1, CM2, avec des enseignants qui ont décidé de participer à votre concours, c'est notamment de leur lire des histoires. Il y a une dimension affective qui est très très forte et il ne faut pas la lâcher celle-là. Oui, tout à fait. Alors, 90% des enfants, dans une étude récente du CNL sur les jeunes Français et la lecture, 90% des enfants disent aimer entendre des histoires lues à voix haute. Donc, on comprend bien que cette histoire de lecture à voix haute, elle se transmet et que finalement, quand ils se retrouvent eux-mêmes à devoir lire à voix haute pour leur classe, ils se retrouvent dans le rôle que jouaient leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs grands frères et sœurs jusque-là. Et c'est quelque chose qu'ils affectionnent beaucoup. Et on ne met pas non plus forcément tous les écrans à la poubelle, parce que parfois l'écran fait lire. Oui. Une série télé inspirée d'une œuvre littéraire. Tout à fait. Certaines plateformes, je pense à Wattpad notamment, alors qu'il fait plutôt écrire, mais si on n'a pas lu avant, on n'a pas grand-chose à écrire. Oui, on a tout intérêt à jouer les passerelles entre les différents médias et entre les écrans et le livre. On voit que notamment le succès de séries comme Lupin déclenche... Sur Netflix, déclenche ça a fait monter les ventes de Maurice Leblanc. Ah oui, ça a été en rupture pendant plusieurs semaines. On a vu aussi Les Illusions perdues de Balzac réimprimées suite au film. Et il y a des exemples beaucoup plus dans la littérature ado qui sont dans la même mouvance. Donc, bien sûr que les jeunes touchent à tout et sont perméables et vont chercher leurs envies de lecture sur Internet, dans les séries, dans les films, et qu'on a intérêt à ce que tous ces univers se parlent. Qu'est-ce qui les fait lire? Alors, il y a l'amour des parents, l'attention qu'on leur donne. Sinon, quoi, ça fonctionne toujours, les personnages, les héros? Bien sûr. Alors, le fameux Harry Potter, bien sûr. Mais pour citer un exemple plus récent, Mortel Adèle, qui arrive en tête de nos lectures des petits champions cette année, alors qu'il n'y a que 2 romans Mortel Adèle qui sont parus. Le reste des ouvrages Mortel Adèle sont plutôt des BD. Donc, là aussi, on voit le phénomène de série est capital et se retrouve dans beaucoup des choix de lecture de nos petits champions. Et à part Mortel Adèle, qu'est-ce qui est ressorti? C'est très éclaté. Par exemple, La famille aux petits oignons de Jean-Philippe Arroux-Vigneault. Qu'on a reçu dans la quotidienne récemment. Alors plutôt pour parler des histoires des gens quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais... c'est une des histoires des gens. D'accord, autant pour moi alors. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des grands classiques des choix de lecture des enfants. Donc, qui sont aussi des choix souvent prescrits par les enseignants d'ailleurs. Enfin, si je pense à Arroux-Vigneault particulièrement. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que les enseignants sont très en demande d'accompagnement tout au long de l'année
de leur participation aux petits champions de la lecture. Donc on produit des ressources pédagogiques, des fiches, des vidéos tutos, mais aussi des suggestions de lecture. Et on essaye de leur faire découvrir des romans jeunesse récents, publiés l'année dernière, pour renouveler les bibliothèques de classe et puis leur faire découvrir des romans qui parlent aussi du monde d'aujourd'hui. Voilà. Les jeunes lisent moins, mais ils lisent toujours. Le marché mondial des livres pour enfants et jeunes adultes devrait même augmenter de 5% cette année à 11,3 milliards de dollars selon la société The Business Research Company. On va vous retrouver, Magali, après la récré pour continuer à parler de la lecture et des enfants. Et la récré, c'est avec Amal. Amal. Emmanuel. Je brûle de savoir. Quelles sont les meilleures excuses lorsqu'on ne rend pas son devoir à l'heure? C'est pour un ami, c'est pas pour moi du tout. Ça ne me concernait pas non plus. Non, moi non plus, jamais. Mais quand même, parlez, sentez-vous libre. Voici une liste d'excuses que les professeurs ont sans doute tous entendues pendant leur carrière. Regardez. J'ai fait mon devoir parce qu'il était chez ma mère, puis comme hier, j'étais chez mon père. Ma grand-mère est morte hier. Mon chien l'a mangé. Il a glissé dans la bouche d'égout. J'avais la gastro. Je l'ai oublié chez moi. C'est parce que c'était pas clair, il était pas écrit dans le bureau sur Teams. Hier, j'ai travaillé super tard, puis quand je suis arrivée chez moi, je me suis endormie. Je pensais pas que c'était pour aujourd'hui. Ben, c'est parce que je comprenais rien. Je l'ai perdu. Ben non, je n'ai pas fait le devoir. Je l'assume. Si TikTok avait existé, ma vie en aurait été changée. Les devoirs à la maison, plus sérieusement, un sujet qui divise toujours. Ils sont théoriquement interdits pour à l'école primaire depuis 1956. Alors quand on dit devoirs, c'est bien les devoirs écrits, quoi. Voilà. Exactement, les devoirs écrits à la maison sont interdits car ils sont source d'inégalités scolaires. Les devoirs représentent une possibilité supplémentaire d'apprentissage, mais ils sont susceptibles de creuser les inégalités socio-économiques dans les résultats des élèves, puisque tous n'ont pas la possibilité d'être aidés ou même d'avoir un espace pour travailler. Et puis c'est aussi une source de conflit récurrent avec les parents. Oui, selon certains spécialistes, eh bien, les Magali qui pouffe à côté, on l'entend. Les devoirs entachent. Vous avez des choses à nous dire peut-être? Allez-y, Amal. Les devoirs entachent les relations avec les parents. Ils peuvent dégrader la vie de famille car ils peuvent être source de conflits. Les devoirs prennent du temps aux enfants au détriment d'autres activités extrascolaires comme les jeux à l'extérieur, le sport, les loisirs, la lecture aussi. Toute activité favorable au bon développement de l'enfant. Et pourtant, selon une étude PISA, ce sont les grandes études que mène l'OCDE, plus un élève travaille après les cours, plus ses résultats scolaires augmentent. Et oui, en France, les élèves de 15 ans disent passer 5 heures par semaine à faire leurs devoirs. C'est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Malgré la masse de devoirs à la maison, eh bien, les résultats des enfants français ne sont pas les meilleurs. Ils sont même moins bien que ceux des pays du Nord, comme la Suède ou la Finlande, où la charge de travail personnel est beaucoup moins importante. Mais il faut savoir que les Français ont tout de même beaucoup moins de travail à la maison que les élèves chinois qui, eux, peuvent passer jusqu'à 14 heures par semaine à faire leurs devoirs. Il va en falloir des excuses. Ouais. Merci Amal. On retrouve Magali. Suite du grand oral, la lecture, les enfants et les petits champions de la lecture. Pourquoi des livres? Pourquoi je lis? Surtout pour survivre, surtout parce que je suis. Je lis, donc je suis parce que je lis. Et pour qu'on ne me dérange pas dans ma bulle, les pages que je tourne me plaisent, me stimulent, les pages que j'accumule. Je lis parce que ça me fait voyager tout en restant sans bouger. Les livres sont des messagers. Ce sont les premiers vers, et il y en a beaucoup d'autres, du poème que Suzy Morgenstern a dédié à tous les petits champions de la lecture depuis qu'elle est devenue marraine de votre association, Magali. Et c'est à partir en fait de cette belle poésie que vous avez extrait les 10 raisons d'aimer lire qu'on a vu en début d'émission, cette affiche. Votre association, je le rappelle si vous nous rejoignez à l'instant, organise la finale nationale de son concours des petits champions de la lecture mercredi 29 à la Comédie Française, et vous êtes sous le haut patronage de plein de ministères, l'Éducation nationale, la jeunesse, le ministère de la Culture, et vous êtes également, je ne l'ai pas dit, une initiative du Syndicat national de l'édition. Il y a plein de tutos, vous l'avez mentionné sur votre site, il y a des tutos faits par des enfants qui sont assez marrants et assez rassurants, je dois dire, mais vous sollicitez aussi les membres du jury. On regarde pendant quelques minutes Bertrand Perrier, on l'adore dans cette émission, il était avec nous la semaine dernière. Bertrand Perrier. La sorcière marche à pas feutrés. Elle bouge lentement, au ralenti. Dans ce premier épisode, je voudrais insister sur un certain nombre de techniques que l'on doit mettre en œuvre pour bien lire en public. Allez Lou, on y va? Attends. J'ai toujours rêvé d'avoir l'agenda du prof. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Tu pourrais mettre davantage en avant la dimension comique. La première chose,
c'est de varier le débit et l'intensité de la voix. On n'écouterait pas une musique qui ferait la même note à la même intensité pendant 5 minutes. Avec la voix, c'est pareil. Quand tu lis, c'est un peu toujours le même rythme. Ça manque de pause. Donc tu peux marquer un petit silence. Okay ? Là, on a l'impression que le rythme, c'est comme une rivière, toi. Ça coule toujours au même débit. Or, en réalité, ce qui est plus joli, c'est comme c'est un torrent, tu vois. Parfois, tu as un caillou, alors tu contournes. C'est pas toujours le même débit. Donc, première chose, tu peux essayer de varier le débit. Et vous lui avez fait un truc, il est beaucoup plus sympa avec les enfants que dans la voix haute avec les étudiants. Hein. Donc tous ces tutos, tous ces conseils qu'on retrouve sur le site, et même, il n'y a aucune obligation, c'est en accès libre, il n'y a aucune obligation de participer au concours. Donc voilà, allez-y, quoi. Si vous avez envie de profiter, c'est cadeau. La lecture à voix haute est une compétence inscrite au programme officiel du cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. Donc tous les enseignants doivent travailler la lecture à voix haute, qu'ils soient inscrits au petit champion de la lecture ou non, et en effet, nos ressources sont en accès libre pour tous. Et ça, c'est formidable. Vous avez envoyé l'année dernière un questionnaire aux participants pour savoir si en gros ça marche, quels sont les effets de ce concours, de la participation à ce concours. Résultat, si je vous pose la question, c'est que ça marche très bien. Mais... Un chiffre déjà, 95% des enseignants nous répondent que la participation au petit champion a permis de développer l'envie de lire chez leurs élèves. Donc ça, c'est l'enseignement déjà numéro 1. Essentiel. Voilà. Ensuite, il nous retourne que ça développe aussi la confiance en soi des élèves. 60%, si j'ai bien lu votre... Oui, et même, ça c'est les chiffres de l'année dernière, mais ceux de cette année sont un peu au-dessus. Damned. Non, mais on ne les a pas encore communiqués. Ah, d'accord. Je ne vais pas savoir, c'est tout frais. Je croyais que j'avais mal bossé. Et du côté des progrès en lecture, l'année dernière, c'était 91% qui constataient des progrès. Oui, ça c'est stable. Ce qui est intéressant, en fait, et ça on a travaillé avec des chercheurs en neurosciences sur le sujet, c'est que quand on lit à voix haute, on comprend mieux le sens de ce qu'on lit. C'est-à-dire que non seulement ça permet d'avoir envie de lire d'autres choses et de découvrir d'autres textes à travers ce qu'on écoute dans les lectures des autres enfants de sa classe, mais l'accès au sens, mais aussi l'accès au sens est relevé. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a énormément d'enfants qui décodent bien, qui lisent chaque mot les uns après les autres, mais qui en fait ne comprennent pas forcément le sens de ce qu'ils lisent. Et à l'entrée en 6e, il y a encore à peu près un enfant sur 2 qui a des difficultés de compréhension. Donc ce qui nous revient des enseignants aussi... Le mécanisme de la lecture, tous les débats sur la méthode syllabique, le B.A.B.A. Si je dis B.A.B.A. B.A.B.A. ça ne veut rien dire d'ailleurs. Mais enfin, si je dis un mot sans comprendre ce qu'il veut dire, je ne sais pas lire en vrai. C'est pas parce qu'on sait décoder qu'on sait lire. Exactement. Donc il y a cette histoire de compréhension. Et puis ce que les enseignants nous disent aussi, à travers cette confiance en soi, c'est aussi cette capacité, à travers la lecture, d'entrer en contact avec les autres. Donc ça développe la sociabilité. L'empathie, la capacité d'empathie des élèves avec les autres élèves de leur classe, mais aussi avec l'enseignant, les jurys. Voilà, c'est une affaire collective et de lien social. Et il y a un point auquel les enseignants attachent énormément d'importance aussi, c'est la concentration. Ça favorise ça. Tout à fait. C'est vrai que pour lire un texte à voix haute devant un public, il faut déjà être ancré, concentré. Et ces difficultés d'attention qu'ont un certain nombre d'élèves, c'est une bonne manière de les faire progresser là-dessus que de les faire lire à voix haute. 29 juin, la finale à la Comédie Française. C'est quand même très chic, dans le décor de l'Avare de Molière qui se joue en ce moment. J'ai dit qu'il y avait un jury prestigieux. J'ai dit qu'il y avait Bertrand Perrier dedans, mais il y a qui d'autre? Peut-être pas tous, parce qu'il y a nombreux. Je sais qu'il y a Régina Tchondo, la patronne du CNL, le Centre national de la lecture. Exactement. On a également Leïla Slimani, autrice, Augustin Trapenard, qui est journaliste. On a évidemment Antoine Gallimard, président des Petits Champions de la lecture, des partenaires qui nous soutiennent, la Fondation Cultura. Voilà, un très très beau jury en tout cas, très impressionnant. Et important de le mentionner, Raphaël, qui est le petit champion. Le lauréat, c'est pas le chanteur. 2021. Raphaël, qui est élève cette année en 6e à Dijon et qui sera membre, a gagné sa place de membre du jury cette année. Et alors, je voudrais juste ajouter une dernière chose si j'ai le temps. La finale est retransmise en direct à 14h le mercredi 29 juin sur notre site. Génial. On va le redire tout à l'heure. Pour le moment, si vous voulez bien, on a notre rendez-vous avec maître Valérie Piot. C'est le conseil de discipline. C'est un conseil de discipline sympa puisque ça vous donne plein de conseils. Le sujet du jour, comment fonctionnent les commissions d'appel en matière d'orientation. C'est de l'actualité. Valérie Piot. La commission d'appel en matière d'orientation.
Bonjour, nous allons voir ensemble comment faire appel d'une décision d'orientation. Petit 1, 3 jours pour faire appel. Le délai d'appel est très court. Faites bien attention. La décision d'orientation va intervenir dans le bureau du chef d'établissement. Je vous conseille, lorsque le chef d'établissement vous la communique, si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, de faire immédiatement appel dans le bureau du chef d'établissement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater ce délai très court. 2. Procédure devant la commission d'appel. Comment se passe la procédure devant la commission d'appel ? Il faut savoir que vous allez être convoqué avec votre enfant devant une commission qui va être présidée par le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, et qui va comprendre divers membres de la communauté éducative, professeurs, chefs d'établissement, conseillères d'orientation et représentants de parents d'élèves. Quels arguments présenter à la commission d'appel ? Les arguments importants vont être des arguments objectifs. Ce seront les mêmes arguments que ceux à faire valoir lorsque vous avez été convoqué devant le chef d'établissement. Il vaut mieux privilégier des arguments objectifs concernant la santé de l'enfant, par exemple s'il a été hospitalisé, des événements familiaux, des décès, séparations compliquées dans la famille, et surtout la formation éventuellement que voudrait suivre votre enfant par rapport à une vocation professionnelle, en expliquant pourquoi il est important pour lui d'avoir telle ou telle orientation par rapport à ses projets professionnels. Surtout, il est également important de faire valoir, par exemple, par rapport aux notes de l'enfant, une absence de longue durée d'un professeur qui n'a pas été remplacé. Vous devez également regarder dans ces moyennes s'il y a une moyenne très basse, par exemple en mathématiques. Si la moyenne de classe est également très basse, de l'ordre par exemple de 7 sur 20, invoquez que certes votre enfant a une note inférieure à la moyenne, mais que la moyenne de classe dans cette matière est elle-même éventuellement inférieure à la moyenne. N'hésitez pas également à regarder s'il y a eu des interrogations tout au long de l'année en nombre suffisant. Par exemple, si la moyenne de votre enfant n'est constituée que par une note dans une matière, expliquez que ce n'est pas représentatif. Et dans les arguments aussi très importants, si votre enfant a concrètement un plan d'aménagement scolaire et qu'il n'a pas bénéficié de cet aménagement pendant l'année scolaire, cela peut expliquer des mauvaises notes. La décision de la commission d'appel peut faire l'objet après d'une saisine du juge administratif dans un délai de 2 mois au plus tard à compter de sa notification. Et très important à savoir, si la commission d'appel ne vous a pas donné gain de cause, dans ces cas-là, vous pouvez exiger le redoublement de votre enfant s'il n'a pas déjà redoublé. Par exemple, si en 3e, on veut l'orienter en voie professionnelle et que vous n'avez pas réussi à obtenir que la commission d'appel change la décision, vous pouvez exiger que l'enfant redouble sa 3e. Surtout, n'hésitez pas à faire appel. C'est une procédure qui est très simple, gratuite, et les chances de succès sont importantes puisque à peu près 50% des parents obtiennent gain de cause en cas d'appel. Merci beaucoup à Valérie Piot pour tous ces conseils. Merci aussi Magali d'être venue nous rendre visite pour parler de ces concours. 2 petites questions que je ne vous ai pas posées. C'est gratuit ? C'est entièrement gratuit pour les écoles. Oui. Est-ce qu'il y a des exigences de niveau ? Est-ce que vous constatez que les enseignants qui présentent des élèves, c'est plutôt les bons élèves, Alors, surtout les élèves pas, de milieux surtout favorisés pas, c'est l'inverse. D'accord. C'est vraiment ouvert à l'ensemble des élèves, quel que soit leur niveau en lecture et leur niveau de manière générale. On a chaque année des enfants qui ont des difficultés scolaires ou des difficultés en lecture. Troubles 10 et autres. Troubles 10, troubles de l'attention. Et vous avez tout le territoire, élèves qui ont appris la langue française récemment, voire élèves malvoyants.
Donc au contraire, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir le concours à un maximum d'élèves de tout niveau et de toutes origines. Et ils vont avoir un trac d'enfer parce qu'en plus, vous faites venir les auteurs des textes qui seront lus. Donc en chair et en os dans la salle. Ça se passera à la Comédie Française le 29 juin et c'est diffusé en direct à partir de 14h sur le site des Petits Champions de la Lecture. Merci Amal, merci Magali, merci évidemment à toute l'équipe. Au maquillage, Colline Hamel et puis Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati, Marine pour la préparation de l'émission, Amanda Montero pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.